Bonjour et bienvenue dans les actualités animées de la semaine du 29 avril 2024. Cette semaine, nous allons parler de deux très grands festivals, le Festival de Cannes et le Festival d'Annecy, et voir un petit peu comment l'animation est traitée dans ces deux festivals. On commence tout de suite. La première nouvelle de la semaine, c'est la diffusion des premières images de The Lion King Mufasa, le nouveau long métrage de Disney qui devrait sortir dans la droite continuité des films dits live Disney reprenant des classiques de l'animation dans une animation beaucoup plus photoréaliste. Il s'agit ici d'un préquel du Roi Lion retraçant l'enfance de Mufasa. Comme toutes les productions Disney, le film promet son lot d'action, d'images très impressionnantes et un scénario original pour ça. On a évidemment un casting de stars et la date de sortie est prévue pour le 20 décembre prochain. Petite nouvelle de cœur également, Netflix a annoncé qu'il y aurait une seconde saison à la série Pokémon Concierge qui était une petite sucrerie qui était sortie en fin d'année dernière et dont j'ai très hâte de voir la suite. Mais rentrons dans le vif du sujet avec les nouvelles annonces du Festival de Cannes sur une programmation animation. Alors, grand classique, Cannes a annoncé la diffusion de films d'animation au cinéma de la plage, qui sont des séances plein air un petit peu plus orientées jeunesse et où l'animation a toujours une place, parfois décriée, parfois encouragée. Et cette année, on aura donc deux longs métrages, Sex and the City de Jules et Guiguet, l'adaptation de la BD éponyme, et Slocum et moi de Jean-François Laguioni, qui est son film biopic. Ce sont deux films qui ont déjà une grande respectabilité, Slocum et moi étant produit par un des réalisateurs les plus prolixes dans l'histoire de l'animation française, qui revient pour son ultime film autobiographique, donc tout le monde a hâte de le voir. Et Sex and the City, lui, qui avait déjà précédemment été adapté en animation sous la forme d'une série en plusieurs saisons, donc on n'est pas surpris de les retrouver ici. On aura également deux séances jeunes publics de Sauvage de Claude Barras et Angelo dans la forêt mystérieuse de Vincent Paronneau et Alexis Ducor. Là aussi, ce dont c'est sorti assez attendu. Angelo dans la forêt mystérieuse est une adaptation d'une BD de Winchlus aka Vincent Paronneau dans la forêt sombre et mystérieuse. Et Paronneau s'est déjà illustré dans le long métrage d'animation car il avait participé en tant que co-réalisateur à Persepolis il y a une quinzaine d'années de cela. Et Sauvage, lui, est le deuxième long métrage de Claude Barras qui a déjà impressionné l'ensemble du public français avec Ma vie de courgette qui avait obtenu le cristal à Annecy il y a quelques années de cela. Des grandes sorties honorées en animation, ça fait plaisir. Côté court-métrage, on va aussi avoir des sélections avec Volksfest de Eric Brich, un court-métrage de 15 minutes produit par Miou, et Les Belles Cicatrices de Raphaël Jouzeau, un autre film de professionnel de 15 minutes. Ce sont deux films avec un ton résolument adulte. L'un parle de l'isolement dans la nature et l'autre parle d'une rupture amoureuse dramatique. Ce sont également deux productions d'animation 2D avec une patte graphique très française, donc je ne suis pas surpris de les voir au programme de Cannes cette année. Il faut aussi noter que dans les sections étudiantes, parmi plus de 2263 projets envoyés tout de même, nous aurons 18 films sélectionnés, donc 4 films d'animation. Crowman de Johann Abdelnour, dont aucune image n'a encore été diffusée. Echoes de Robin Sondros, qui est une histoire de spéléologie et qui était produit dans le cadre des études à l'ENSAD, donc une école française. Bunnyhood de Mansi Maheshwari, qui était produit au Royaume-Uni, qui a l'air d'être une histoire avec un humour trash sur le passage à l'âge adulte. Et Plevel de Polak Kazak, qui nous vient de République tchèque et qui dit sera un film en peinture animée, avec un graphisme déjà très intriguant. Ce sera tout pour les sélections d'animation dans le Festival de Cannes. On peut se féliciter d'avoir quand même pas mal d'animation cette année. Et en parlant d'animation, on est bien sûr obligé de parler du Festival d'Annecy qui arrive en juin prochain, dont une première partie du générique a été diffusée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours de cela. Le générique a été produit par N-Wave Studio, à qui on doit notamment Les Inséparables sortis dans le courant de l'année et de nombreuses productions 3D de haute qualité. Et la grosse nouvelle de la semaine, ça va être la sélection de longs métrages qui va être long comme un bras, comme toujours à Annecy. Angelo dans la forêt mystérieuse, déjà cité avant, Flow, mais également Flow, Anzusha Fantôme, La plus précieuse des marchandises, et Slocum et moi, ainsi que Sauvage qu'on a pu évoquer précédemment. Et pour des films un peu moins au profil, 3 propositions japonaises avec The Color Within de Naoko Yamada, Toto-chan, La petite fille à la fenêtre, et The Imaginary, la dernière production du studio Ponok. On peut également citer L'Orage, production chinoise 2D, au graphisme très épatant, et un retour pour Adam Elliott avec Memoir of a Snail, son deuxième long métrage après Marianne Max. Et pour finir, un film très adulte, Rock Bottom, un biopic sur un groupe de rock. Il y a également eu l'annonce de la sélection officielle Contre-champ, sur laquelle je reviendrai un petit peu plus tard dans la section Les Belles Images, avec quelques productions déjà assez attendues. La vie en gros, long métrage de stop motion sur un adolescent qui a des complexes avec son corps. Un film spin-off sur l'histoire de Kitaro le Repoussant, The Birth of Kitaro, The Mystery of Gegege, qui nous vient du Japon, The Glassworker, premier long métrage pakistanais d'animation 2D, qui annonce un drame historique très intéressant, et El Sueno de la Sultana, un film sur le féminisme en Inde, porté par une technique de peinture animée et de papier découpé très intéressante.
Et pour finir, dans les séances événements, nous aurons les habituelles grosses productions américaines, Moi Moche et Méchant, Vice Versa, Vaiana et Transformers, quelques productions françaises avec Sex and the City et La Plus Précieuse des Marchandises, et des sections un peu plus spicy avec Ultraman Rising, Le Robot Sauvage et Changkang, qui nous vient de Chine. C'est tout pour les grosses séances long métrage de Annecy, mais voilà, c'est un peu l'annonce de la partie la plus hype du festival, donc vous voilà prévenus. On va enchaîner avec quelques nouvelles en vrac sur du suivi de choses évoquées déjà dans les émissions précédentes. Le studio Ekachi Pilka a réagi à la nouvelle de sous-traitance en Corée du Nord qui avait été évoquée il y a quelques semaines de cela. Une enquête interne a été lancée car effectivement dans les images leakées qui nous provenaient de studios nord-coréens étaient des images de Dahlia in Bloom, Crafting in a Fresh Start with Magical Tools, une production assurée par le studio Ekachi Pilka qui va donc essayer de retracer comment des plans d'animation ont pu finir sous-traités sans leur connaissance. Je voulais également citer quelques nouvelles transmises par le pôle Image Imagelis qui promeut l'image animée dans le département de la Charente et la Nouvelle-Aquitaine. Les nouvelles récentes, c'est que la série Samuel, réalisée par Émilie Tronche et produite par Arte, a rencontré un grand succès sur les plateformes avec déjà plus de 25 millions de vues, toutes plateformes confondues. C'est donc un pari réussi pour cette web-série épisodique qui a réussi à convaincre un public très large et qui avait été fabriqué en partie dans le studio Shanto à Angoulême, ce qui explique que Majalis partage spécifiquement cette nouvelle pour encourager les entreprises locales. Il y aura également à partir du 18 mai prochain une exposition au musée du papier d'Angoulême sur les productions en papier découpé de Anne-Lise Kohler et Eric Serre qui ont travaillé sur le film d'animation Bonjour le Monde, des portraits d'animaux fabriqués entièrement en papier mâché. Si vous êtes à Angoulême ou proche, n'hésitez pas à aller visiter le musée du papier, c'est très chouette. Le 16 mai prochain, un retour d'expérience sur les productions d'animation en temps réel à l'Engmin, l'école de jeux vidéo locale, qui reviendra sur les problématiques actuelles du cinéma d'animation en lien avec l'écologie, et notamment de l'impact carbone des productions 3D, qui pourraient être réduits en utilisant des moteurs de rendu en temps réel. Plus d'informations dans la conférence. Dans l'actu événementielle de la semaine, je voulais vous parler du ITFS, le très grand festival de Stuttgart. J'avais oublié de le citer la semaine dernière, mais c'est un des plus grands festivals européens qui va rassembler parmi les plus grandes productions de l'animation européenne et mondiale et qui a eu lieu du 23 au 28 avril dernier. Les nominations ont donc été données suite à sa clôture. Pour le Grand Prix court-métrage, ce sera 27 de Flora Nabuda qui continue sa réussite en festival, une mention spéciale à Mariupol 100 Nights de Sophie Lamenki, un film ukrainien qui parle de la situation politique actuelle, le prix Lotte Reiniger pour Dodo de Yilio, et côté long métrage, le Grand Prix sera donné à Sirocco, le royaume des courants d'air de Benoît Chieux, sorti en décembre dernier en France, et une mention spéciale pour Le château solitaire dans le miroir de Keiichi Hara, une histoire fantastique autour de l'isolement et du harcèlement lycéen très touchante. On va pouvoir enchaîner avec les opportunités professionnelles du mois, avec la communication de la NEF, la nouvelle écriture de films d'animation. Annonce en premier lieu d'un grand atelier avec Claude Barras, du coup réalisateur de Sauvage dont on parlait un petit peu plus tôt, qui aura lieu du 25 au 28 juin prochain et vous aurez jusqu'au 22 mai pour vous y inscrire. Un workshop donc dédié autour de la stop motion, également l'annonce d'un colloque sur les studios d'animation en Europe les 6 et 7 juin prochains à la Maison de la Recherche de l'Université de Paris 8. Également une annonce de date pour les chemins de la création 2024 qui auront lieu les 18 et 19 octobre prochains. Autre opportunité, c'est une résidence qui est ouverte jusqu'au 13 mai prochain, c'est la résidence en cinéma d'animation de Châteaubriand d'Herval qui aura lieu du 30 septembre au 8 décembre 2024 et qui pourra être le lieu d'accueil de votre projet d'animation. Il y a une petite bourse à la clé et quelques semaines de résidence avec un contact avec le public local qui devrait être très intéressant. Et pour terminer sur l'actualité professionnelle, je voulais vous parler de l'appel à projet Les uns les autres porté par l'AGFIP et le CNC. L'appel à projet Les uns les autres, c'est un programme d'aide aux entreprises pour aider à l'accueil et à l'accompagnement des personnes handicapées dans les productions de cinéma. Ce programme, il existe depuis quelques années. Ce sont des aides pour trouver des aménagements, pour améliorer l'inclusivité sur le milieu du travail, que ce soit des installations, que ce soit des formations, que ce soit des programmes, ou que ce soit des aménagements pour la projection de films, sous-titrage, traitement sonore ou accessibilité. Si vous êtes une entreprise, un organisme, vous pouvez candidater jusqu'au 30 mai prochain pour pouvoir en bénéficier et essayer de rendre votre lieu de travail plus accessible aux personnes handicapées. Ce qui, il faut le dire, est une grande difficulté actuellement, surtout dans le milieu du cinéma d'animation où les missions sont très courtes, demandent souvent des déplacements à travers la France dans des studios pas forcément équipés, et que les rythmes de travail ne peuvent
pas correspondre à des personnes qui pourraient nécessiter du temps partiel par exemple. Donc ce genre d'initiatives, elles sont très importantes pour pouvoir ouvrir notre milieu professionnel ne pouvant pas y accéder actuellement, et c'est une initiative qu'il faut encourager. Après cela, on va enchaîner avec les belles images de la semaine où je vais vous parler un peu plus en détail et surtout vous montrer les belles images des productions de long métrage de la sélection Contre-champ d'Annecy. Ce sont des films plus indépendants avec des graphismes originaux et forcément des budgets différents des plus grosses productions dont on peut avoir l'habitude en France. Et je suis très content de pouvoir vous montrer toute la richesse de l'animation du monde. Le premier projet, il nous vient des Philippines, c'est effectivement le premier long métrage philippin d'animation qui va commencer sa carrière en festival. Il s'agit de The Missing, qui nous parle d'un jeune adolescent qui n'a pas de bouche et qui ne peut pas communiquer avec les autres, ce qui s'avère être un gros problème quand il commence à développer des sentiments pour un camarade de classe et se retrouve en difficulté de l'exprimer de manière non verbale. En termes de technique, le film est assez original, il mélange des séquences d'animation 2D faites à la main, ainsi que beaucoup de rotoscopie, qui est obtenue par retraitement de l'image, probablement avec des mélanges de filtres et de dessins en superposition. C'est une proposition assez originale par son choix de graphisme et son sujet. Il y a peu de chances qu'elle soit diffusée en France, donc profitez du festival pour le voir. L'autre court-métrage qui nous vient de Hongrie cette fois-ci et qui a particulièrement piqué mon intérêt, c'est Pelican Blues, un film qui va nous parler de 3 jeunes adultes qui, suite à l'ouverture des pays satellites de l'URSS, vont partir dans un grand road trip à travers l'Europe, découvrir le monde tel qu'ils ne l'ont jamais vu, faire des rencontres et grandir. C'est fait dans une animation 2D assez lâchée, faite à la main, avoir un ton mi-documentaire, mi-comédie qui est vraiment très prometteur. Et j'aime bien le ton léger qui arbore à la fois le graphisme et le scénario. Un film à suivre. Autre production très atypique, plus proche de l'art contemporain que de ce qu'on a d'habitude en cinéma d'animation, c'est Rise the Der Skaten, qui se présente comme un film muet créé en différentes séquences d'animation 3D, proposant des réflexions poétiques et philosophiques sur le contact humain et le rapport aux autres. Le graphisme, il faut le dire, est assez simple. En utilisant des modèles d'animation low poly sans visage et sans détails, c'est porté par l'artiste contemporain Yves Natzhammer, qui travaille généralement sous la forme d'installations et de vidéos dans des centres d'art contemporain. Il s'agit là d'une proposition très atypique, et dont je me questionne beaucoup si le fait de passer au format long métrage sera positif pour ce genre d'œuvre. Sortie japonaise plus convenue, mais que je voulais quand même citer, The Birth of Kitaro, adapté de l'univers de Kitaro le Repoussant, qui va cette fois-ci s'attarder à l'histoire du père de Kitaro, qui dans l'histoire originale n'apparaît que sous la forme d'un œil qui accompagne son fils dans ses histoires d'exorcisme. Ici on se retrouve donc dans le Japon d'avant-guerre, dans une histoire là aussi de fantômes et d'exorcisme, mais dans un cadre plus réaliste et apparemment moins comique que ce qu'on pouvait trouver dans les histoires de Geki no Kitaro. À voir si cette nouvelle adaptation réussira à convaincre les fans de la série. Film que j'attends particulièrement, El Sultano de la Sultana, qui est une production sur des portraits de femmes en Inde. On peut remarquer plusieurs qualités déjà dans la fabrication du projet, avec des techniques d'animation assez différentes, des changements de graphisme et une approche assez mixte dans les images. En termes de scénario, il s'agit de portraits de différentes femmes indiennes qui, pour des raisons ou d'autres, vont vouloir s'échapper de leurs conditions et essayer de trouver une région mythique où elles pourraient vivre en paix. Un drame social qui semble avoir beaucoup de choses à proposer. Pour terminer, on va finir par la proposition qui semble la plus classique du lot, The Glassworker, un film d'animation 2D historique qui nous parle de comment un jeune verrier va devoir collaborer avec l'industrie d'un pays en guerre et comment ce conflit va venir changer sa vie et celle de la personne qu'il aime. Le graphisme 2D est très réminiscent des productions japonaises de Ghibli et est fait avec une grande qualité à la fois dans le travail des décors et l'animation des personnages, mais la spécificité de ce projet, c'est que c'est un projet qui nous vient du Pakistan, un pays qui s'est peu illustré sur la scène internationale pour ses productions d'animation, et il est très intéressant de voir comment une nouvelle culture, un nouveau pays peuvent aborder des formules déjà bien connues dans le cinéma d'animation. C'est un film qui a déjà pas mal fait parler de lui, justement grâce à son graphisme très impressionnant, et il sera donc dévoilé, aux côtés de tous les films précédents, dans la sélection Contre-champ de Annecy. Cela va être tout pour les belles images. J'espère que quelques-uns des projets évoqués vous ont intéressé. Pour finir cette émission, on va parler des sorties de la semaine avec 2 ressorties d'œuvres de René Laloux, un grand réalisateur français qui s'est illustré par 3 longs métrages d'animation de science-fiction. Et cette semaine ressort La Planète Sauvage, son film le plus culte adapté de Homs en série. C'est un film à la technique absolument fascinante, mélangeant de l'animation 2D et du papier découpé, ce qui permet au film d'avoir à la fois une texture très impressionnante, proche du crayon de couleur, mais aussi des rendus très extraterrestres qui apportent énormément à l'ambiance du film. L'histoire est la suivante, un jeune bébé d'homme est adopté comme un animal de compagnie par une famille d'extraterrestres géants, mais celui-ci va peu à peu s'éduquer et apprendre à mener une révolution contre l'espèce extraterrestre qui les esclavagise, jusqu'à réussir peut-être une émancipation de l'humanité. La Planète Sauvage, c'est un film qui avait énormément marqué le public de cinéma d'animation, mais aussi hors animation,
à sa sortie et est resté depuis un classique absolu. Allez le revoir, surtout qu'il s'agit d'une version remasterisée 4K pour fêter le cinquantenaire du film. L'autre film de cette semaine, c'est un film un peu plus anecdotique de René Laloux également, qui est Gandahar, les années-lumière, son dernier long métrage, qui va reprendre quelques-uns des thèmes chers à René Laloux, des paysages d'un autre monde avec des créatures étranges et des peuples aux cultures exotiques, mais aussi la nécessité de la révolution de l'humanité pour se protéger face à des menaces qui planent sur elle. Gandahar, lui, est plus classique en termes de graphisme, porté par le dessin de Philippe Cazat, allant plus vers une forme de réalisme naturaliste, mais qui va explorer au fur et à mesure des rencontres de l'histoire ce que c'est l'humanité dans un monde extraterrestre. C'est une production moins connue de René Laloux et qui va plus s'intéresser à la lutte armée et à la révolution que ses films précédents, penchant plutôt vers des quêtes philosophiques. Mais ça reste en moins un film intéressant de notre histoire. Il ressort également dans une version remasterisée cette semaine. Et cela va conclure les actualités de cette semaine. J'espère que ce débrief de l'actualité vous tient au courant comme d'habitude, et moi je vous souhaite d'ici la semaine prochaine de voir des belles choses, de parler de belles choses, et surtout de créer des belles choses. On se retrouve bientôt.